Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission qui fait la promotion de la lecture et de l'intelligence. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste de la plume de l'information. Nous allons recevoir Monsieur Photographie Sociale. Nous allons recevoir Lionel Edouard qui est avec nous sur le plateau. Lionel, le bonheur. Bonjour D'Angelo, bonjour à tous ceux et toutes celles qui écoutent, qui regardent, pardon, et à cet instant, Délivrez-vous. Et un plateau qui a vu défiler pas mal de gens de qualité qui ont cette capacité de faire parler la plume. Et c'est un plaisir, tout un bonheur d'être ici avec vous, D'Angelo. Et pour permettre à mes téléspectateurs et téléspectatrices de découvrir ta personnalité, tout de suite, c'est le questionnaire de Proust. Et la première question serait... Quel est ton principal trait de caractère? Je dirais calme. Je suis quelqu'un de très calme, qui ne s'agite pas pour un rien et qui fait l'essentiel dans un calme presque, je dirais, ecclésial. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Je dirais l'humilité. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? La sagesse. Et je dirais en plus de la sagesse, cette faculté de participer. Parce que ordinairement dans la société haïtienne, on a cette tendance à marginaliser les femmes. On ne leur donne pas assez de place dans je dirais, les projets qui engagent la République. Et le fait de voir que des femmes s'entêtent à participer dans les grands débats qui engagent la République, déjà, c'est un acquis et je dirais incommensurable. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Le fait, je dirais, de cultiver l'humilité et de rejeter l'hypocrisie. Quel est ton principal défaut? Peut-être je suis trop sage. Peut-être. Quelle est ton occupation préférée? Ben, comme tu le sais déjà, c'est même pas important de le rappeler aux spectateurs. Je crois qu'ils le savent déjà. C'est draguer. Non, c'est pas draguer. C'est la lecture et l'écriture qui pratiquement occupent la plus grande partie de mon temps. Quel est ton rêve de bonheur? Ah ben, laisser une trace dans l'histoire. Quel serait ton plus grand malheur? Ne pas voir grandir ma fille. Qu'est-ce que tu voudrais être? Je dirais quelqu'un pour qui l'existence a compté, être quelqu'un qui a marqué la vie d'autres gens et qui aura permis à d'autres gens d'être meilleurs. Le pays où tu désirerais vivre? Ah ben, je suis déjà dans ce pays-là, c'est Haïti. Quel est ton mot préféré? Est-ce qu'il y a vraiment un mot préféré? Je dirais qu'il y a peut-être des mots que j'utilise un peu plus, comme par exemple le mot transcendance, qui me permet d'exprimer certaines parties de mes pensées et surtout qui me permet de m'identifier à cette grille à laquelle je me définis, qui est la grille existentielle. Et le mot que tu détestes? Certains gros mots, mais pour en choisir un, je dirais... c'est les injures qui affectent les mères. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Ben, dans mon plus jeune âge, peut-être que je ne savais pas encore ce que c'était le métier de journaliste. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pu choisir de faire autre chose. Et également, je n'aurais jamais choisi d'être policier. Bon. Ne me demande pas pourquoi, parce que je ne veux pas fâcher avec mes amis policiers, mais ce ne sont pas des professions que, aujourd'hui, avec le recul nécessaire, que j'aurais choisi au prime abord.
Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Pour la plante, je dirais, sans réfléchir, le mapou. Là. Et puis pour Et puis l'animal? pour l'animal, c'est sans aucun doute le chien. Le son, le bruit que tu détestes. C'est sûr que c'est le rabordail. Le personnage historique que tu méprises le plus. Est-ce qu'il y a vraiment un personnage historique? Peut-être, je dirais, le comte de Gobineau. Peut-être. Quel est ton état d'esprit actuel? Mais positif, parce que je suis là à derrière vous et il y a du bonheur qui coule, donc on ne saurait être plus positif. Et quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Cette capacité de transformer les choses et de faire goûter au bonheur je dirais, à tout le monde. Quelle est ta devise, si tu en as une? Tu n'es pas obligé d'en avoir, mais Bien si sûr par hasard tu en as j'en une. ai, et ma devise, c'est pratiquement une phrase de sorte dans l'existentialisme et l'humanisme. L'existence ne vaut pas la peine d'être vécue si elle ne sert pas à transformer ou bien à rendre meilleur quelqu'un. Quel est ton juron préféré? C'est peut-être le juron que je prononce le plus, mais ce n'est pas forcément mon préféré. Bon, je me lance, je dirais que c'est merde. Et comment tu aimerais mourir? Ah, mourir au fin fond de l'acte, en extase, durant le sexe. Je crois que ça aurait été une belle mort. Donc, je pense qu'une mort pareille, tout le monde en rêve. Et ce que tu détestes par-dessus tout? L'hypocrisie. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Mais voilà pourquoi je suis jugé au même endroit que certains qui ont commis des crimes, qui ont commis des forfaits que même les mots que lui-même a mis dans la bouche de l'humanité n'arrivent pas à décrire. Le questionnaire de Proust. Merci Lionel Edouard de t'avoir prêté au jeu. Maintenant, tu es donc de formation journaliste. Tu es à la tête de ce label qui s'appelle Photographie Sociale. Tu arrives à toucher du monde, beaucoup de monde via les réseaux sociaux. Tu es aussi et surtout, et c'est à ce titre-là que tu es là, un lecteur. L'un de tes livres préférés, tu as effleuré le titre tout à l'heure, L'existentialisme est un humanisme. Tu es beaucoup plus existentialiste ou sartrien? Je dirais les deux. Mais à travers le paradigme existentiel, c'est-à-dire ce projet d'homme que je pense que je suis, cette construction perpétuelle, de cet être qui m'échappe, je me vois dans cette philosophie que Sartre lui-même a élaborée. Et bien qu'avant lui, il y ait eu de grands philosophes comme Heidegger qui a fait cette projection sur l'être, qui a donné cette explication du monde. Et quelque part, on pourrait, en épousant cette cause existentialiste humaniste, ne pas être un sartriste, vu que Sartre est carrément le dépositaire de cette marque, de cette philosophie qui est une interprétation du monde qu'aujourd'hui, et pour certains, représente un point final de la philosophie qui est peut-être un peu trop, je dirais, présomptueux. Oui, alors on dira en liminaire que l'existentialisme est un humanisme. C'est déjà une conférence que Sartre a prononcée. Et une année après, le texte a été donc transcrit. Et il y a beaucoup d'éléments philosophiques forts qui sont au cœur de ce propos-là. Déjà, Sartre, il met en avant la notion de l'inexistence d'une nature humaine. Donc, s'il n'y a pas de nature humaine, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Nous sommes quand même en 1945. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est important, D'Angelo, et ce qu'il faut savoir, le texte qui expose la philosophie de Sartre, c'est l'être et le néant. Et bien que l'existentialisme, c'est une explication de l'être et le néant que Sartre fait à travers ces différentes conférences et justement, comme tu l'as si bien dit, à travers cette conférence qui a été prononcée durant ces années. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce être que Sartre décrit à travers l'être et le néant, dans ce qu'on appelle, dans la première partie du livre d'ailleurs, qui est un être à la fois transcendant, qui se réfère à tout le monde et qui est une unité de par lui-même, eh bien, cet être-là est à la fois un tout et un rien. Donc, il est à la fois tout et néant. Et cet être que Sartre parle suggère un rapport entre un phénomène et une conscience. Et cette conscience, également,
est sujette au regard des autres, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le pour autrui chez Sartre, qui donne toute sa dimension à l'être, qui échappe même au regard des autres. Donc, en échappant au regard des autres, c'est cette liberté chez l'être que Sartre est en train de témoigner à travers ses écrits. Donc, Sartre est à la fois le philosophe de l'engagement, le philosophe de la liberté et le philosophe du choix. Mais est-ce que tu dirais que Sartre évacue les principes de surdétermination qui fixent nos attitudes et notre être au monde? Mais justement, par rapport au phénomène, Sartre nous dit que dans l'être humain, dans la première partie, que derrière le phénomène, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le phénomène est sauf au regard de l'être, et c'est cet être-là qui donne une unité au phénomène, donc qui donne du sens, du contenu au phénomène qui a déjà une existence. D'où l'existence précède l'essence, voilà. La fameuse question philosophique sartrienne posée dans ce livre. En même temps, Sartre, il s'est attaqué à la bien-pensance de l'époque, la critique optimiste du marxisme, par exemple, le fait de croire au lendemain qui chante. Sartre s'est attaqué à ce déjà-là marxiste. Bien sûr. Sartre a été quelque part marxiste lui-même, et il a tenté de concilier existentialiste et marxiste, bien qu'il y a des points de divergence qu'on ne peut pas concilier à travers ces deux conceptions, ces deux interprétations du monde. Mais cependant, moi-même, ce qui m'intéresse dans la philosophie de Sartre particulièrement, c'est cette capacité pour Sartre de construire l'être comme étant un projet. Par exemple, Sartre nous dit qu'on n'est jamais cet être-là que l'on croit qu'on est. On est plus que ça. Le fait de se réduire à cet être-là dans l'instant présent, déjà, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. C'est un refus de se prendre en main. Donc, Sartre pose les bases de ce qu'on appelle la responsabilité chez l'individu, et une responsabilité vécue dans l'instant. Et ce qu'il y a dans ce principe de responsabilité, ce n'est pas une responsabilité par rapport à sa seule subjectivité, c'est une responsabilité par rapport à l'humanité. Ah ben justement, car cette responsabilité, on ne peut la prendre et on doit la prendre malgré le contexte, malgré les éléments du contexte qu'on ne maîtrise pas. Donc, on doit toujours faire un choix, on doit toujours s'engager, bien que le contexte n'est pas forcément déterminé par celui qui s'engage. Alors que l'existence est pétrie d'impondérables, d'éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Justement. Or, c'est ce qui fait la beauté de la philosophie de Sartre, c'est ce non-contrôle sur la réalité par rapport à l'homme-projet. Donc, en étant à Livrez-vous, je ne suis plus la personne que j'ai été avant de venir ici. Donc, Dan Angelo participe à ma construction, et cet homme-projet va continuer à se construire en côtoyant les autres qui font partie de mon univers, et je dirais rapprochés. Il y a donc deux phrases types dans l'existentialisme et un humanisme qui peuvent servir d'aphorisme. Quand il dit l'existence précède l'essence, et quand il dit l'homme est condamné à être libre. Mais questionnons le concept de liberté chez Sartre. Comment peut-on être libre quand dans le réseau des relations humaines, nous sommes toujours doublés par les inconvénients? Quand la liberté ne peut pas vraiment être effective quand il y a l'ordre public? Alors, il y a deux choses, il y a deux concepts ou deux mots, c'est selon à travers lesquels Sartre résume ce concept de liberté. Le premier, c'est la notion de contingence. Donc, tu es là, il n'y a aucune raison à ce que tu sois là, tu aurais pu ne pas être là. Donc, l'homme cherche toujours une justification à son existence. Il n'y a aucune explication à cela. Tu es tout simplement là. Et l'autre concept, c'est l'angoisse. Et c'est l'angoisse, justement, qui détermine cette liberté. Le fait que, dans l'instant, je suis obligé de choisir. Et je ne peux ne pas choisir. L'angoisse même qui est ce qu'on appelle, que ça appelle, le fait que je transforme en moyen pour une fin. Par exemple, le fait que j'ai choisi de venir à Radio-Télé Caraïbes aujourd'hui, j'aurais pu choisir de faire autre chose. Donc, devant les possibilités qui sont offertes à moi, j'ai décidé de venir ici. Donc, les autres choix que j'aurais pu faire sont des moyens pour atteindre cette fin qui est de venir ici. Donc, c'est là l'expression même de ma liberté, le fait que je puisse toujours choisir, et même quand le choix est difficile. D'où la notion de conflit de devoirs, quand nous sommes devant deux devoirs, où très souvent nous transformons l'un des devoirs en moyen
pour parvenir à une fin. Par exemple, ça, pour expliciter ton illustration, a choisi un exemple d'un jeune homme qui avait pour responsabilité dans l'existentialisme et l'humanisme de se rendre à la guerre ou bien d'aller au chevet de sa mère qui est malade. Oui. Donc le jeune homme, il a choisi de plaire à la famille, d'aller au chevet de sa mère qui est malade, en laissant son obligation, je dirais, sociale et même civique, d'aller à la guerre. Donc, l'obligation d'aller à la guerre devient un moyen qui permet d'accomplir la fin qui est d'aller au chevet de sa mère. Il y a également, Lionel Edouard, deux types d'existentialisme. L'existentialisme chrétien, l'existentialisme athée. Pour quelqu'un qui est en philo, qui suit maintenant cette émission, comment tu établis la nuance entre ces deux existentialismes? Alors, je vais prendre un exemple de sorte comme c'est lui le dépositaire de l'existentialisme et auquel moi je fais allusion. Ce n'est pas le seul, mais c'est lui le dépositaire. Par exemple, chez Kierkegaard, il y a un être premier. L'être premier, c'est Dieu. Alors que chez Sartre, l'être premier, c'est un homme premier qui s'est découvert et qui s'est défini. Donc cet homme premier n'est pas Dieu, c'est une existence qui s'est découverte, qui s'est définie et qui s'est construite donc, à travers les actions que cet être premier eut à poser dans le monde. Et l'existentialisme chrétien, c'est donc avec l'être premier. Justement. Lionel Edouard, l'existentialisme est un humanisme. C'est ce que j'appelle une bonne quinzaine pour ouvrir Délivrez-vous, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Voici ce que Sartre nous dit dans son fameux « L'existentialisme est un humanisme ». Je rappelle qu'il s'agit là d'une conférence prononcée par Jean-Paul Sartre en 1945. Le texte de conférence a été retranscrit et ça a donné un petit ouvrage justement qui est là avec nous sur le plateau. « L'existentialisme est un humanisme », une lecture qu'on recommande. Mais là, Lionel Edouard, beaucoup peuvent te dire comment l'homme peut-il se déterminer? Comment l'homme peut-il, pour reprendre encore Sartre, inventer son chemin quand il est opprimé par la force publique, par l'État et par l'opinion publique? On verra ça tout à l'heure avec Tocqueville. Alors justement, c'est ce qui est important dans la philosophie de Sartre. C'est parce que l'homme est contraint de faire des choix, même lorsqu'il ne maîtrise pas forcément l'instant. Les éléments du contexte, comme je l'avais dit dans la première partie de l'émission. Donc ce choix conditionne même la vie de l'homme parce que nous sommes condamnés à être libres. Et le fait d'opérer des choix, justement, c'est une manifestation de cette liberté qui nous est si chère et qui n'est pas, je dirais, négociable au vu de la philosophie de Sartre. Mais comme nous sommes dans des rapports de groupe, est-ce que certaines fois, c'est nous qui décidons ou est-ce que ce n'est pas la grégarité qui prend le dessus? Dans le cas d'une bande d'amis, je prends un exemple banal. Est-ce qu'il faut aller ce soir à tel restaurant ou à tel autre? Oui, mais tu aurais pu choisir de ne pas aller au restaurant déterminé par tes amis. Mais que fais-tu de la pression du groupe, Lionel? Justement, le groupe t'influence parce que tu acceptes cette influence. Tu aurais pu rejeter cette influence parce que Sartre, dans sa philosophie également, parle du moment de rupture. L'homme est toujours capable de rupture. Et par exemple, si nous prenons la manière dont nous vivons aujourd'hui en Haïti, donc, le fait qu'on espère qu'il se pourrait qu'il y ait un changement en Haïti, c'est parce que nous sommes d'accord avec ce principe qui veut que la manière dont le pays fonctionne n'est pas forcément la meilleure des manières. Donc, à n'importe quel moment, vu que l'homme est capable de rupture, il peut rompre avec les pratiques d'aujourd'hui pour adopter d'autres formes de pratiques et transformer son environnement. D'ailleurs, ça nous amène à parler de ce qu'on appelle la psychanalyse existentielle de Sartre, qui est justement... Et cet engagement
qui tend vers un changement, vers une transformation du monde à travers justement cette interprétation du monde que nous sommes tous comme êtres appelés à faire. Donc, comme l'homme, il choisit, il invente son chemin, l'homme peut donc faire des bons dans l'avenir. Il peut donc aménager son futur. Ma question pour toi est la suivante. Est-ce qu'un seuil de précarité peut casser ces possibilités qu'a l'homme naturellement de faire des bons dans l'avenir? Alors justement, c'est là que Sartre s'oppose au matérialisme dialectique et ce déterminisme économique. Sartre, bien qu'il est d'accord que je dirais que l'économie, les conditions matérielles et d'existence déterminent forcément notre rapport à la liberté. Justement, notre rapport à la liberté et le comportement de l'homme dans le milieu social. Mais cependant, on ne peut pas, je dirais, retirer à l'homme cet effort de conscience. Parce que la conscience qui se construit est une conscience qui peut également se rebeller. Donc, par rapport à, je dirais, les forces économiques et les conditions matérielles d'existence qui contraignent l'homme à agir d'une certaine manière, à n'importe quel moment de l'histoire, d'ailleurs, le rapport de l'homme, ce n'est pas un rapport forcément par rapport au monde, mais c'est surtout par rapport à l'histoire. À n'importe quel moment de l'histoire, l'homme peut se rebeller et décider d'agir autrement, différemment par rapport à ce qui lui est imposé par, je dirais, les entités dominantes, pour ne pas parler de classe dominante, et par rapport à l'architecture sociale haïtienne. Mais est-ce que tu penses, comme Sartre, que l'existentialisme, pour le reprendre textuellement, est une doctrine qui rend la vie humaine possible? Mais bien sûr, c'est la liberté dans son sens le plus pur. Une liberté qui respecte ta liberté, comme on le dit souvent en démocratie, mais une liberté qui est également projet à une construction. Parce que cette liberté-là, pour le vivre, je dois construire ma conscience. Et cette conscience-là, d'ailleurs, et on verra plus tard, à travers cette émission peut-être, que Césaire, il parle de conscience, de ce qu'on appelle une éducation à la conscience sociale. Donc cette conscience se construit et il y a un ensemble d'éléments qui participent à la construction de cette conscience. Et le fait de construire cette conscience me permet justement d'exercer cette liberté en posant des actions et en effectuant des choix à des moments de l'histoire et à des moments dans l'instant. Ouais. L'existentialisme est un humanisme. Voici donc une première lecture que mon invité Lionel Edouard vous propose. Maintenant Lionel, deuxième livre, deuxième auteur. Livre écrit et en condition de leucémie, Les damnés de la terre. Frantz Fanon sait qu'il va mourir et il fait carrément son testament. En quoi ce livre t'a-t-il marqué? Est-ce que tu t'es considéré toi-même ou bien est-ce que tu as considéré ton peuple, Haïti, comme étant un peuple damné? Alors, ce qui est important dans la réflexion de Fanon, qui est déjà un grand lecteur de Sartre. Oui. Alors, on rappelle rapidement que Sartre a fait la préface de ce livre, Les damnés de la terre. Donc, c'est un appel à la liberté, à jouir de cette liberté. Quelque part, si on compare, bien on va y arriver, et Fanon à Césaire qui fait une approche holistique de cette liberté en campant les sociétés européennes par rapport à ce qu'on appelle la colonisation et l'esclavage. Fanon campe lui-même dans Les damnés de la terre, le rapport entre le colon et le colonisé. Donc le colon ne s'identifie pas au colonisé, il est tout sauf le colonisé. Or le colonisé, il devient homme dans, je dirais, ce qu'on appelle le procès de production, pour répéter un concept marxiste, lorsqu'il entame le processus justement de libération ou de décolonisation. C'est-à-dire, en entamant ce processus, c'est qu'il a une conscience qu'il n'est pas cette chose-là que le colon a beau lui dire pendant des lustres, qu'il est homme, que son cœur bat tout comme le cœur du colon, qu'il a du sang qui coule dans ses veines, tout comme le colon a du sang qui coule dans ses veines, et qu'il est également un être à part entière, et ce être-là est capable de se rebeller, d'entrer en rupture par rapport à un ordre établi pour parodier John Galbraith qui, dans sa théorie de l'accommodatation, qui nous disait que, par exemple, l'homme, en étant habitué à une situation, a toujours tendance à reproduire cette même situation et à se sentir confortable dans la situation vu qu'il n'a pas connu autre chose. Donc, bien que l'esclave qui naît dans la colonie n'a rien connu d'autre que l'esclavage, mais en construisant sa conscience différemment et par rapport à ce que lui a offert le colon comme conscience, eh bien, il arrive à se rebeller et à entrer en rupture avec l'ordre colonial pour devenir homme. Mais au fait, l'intelligence machiavélique du colonialisme a consisté à polluer l'esprit du colonisé.
où même si la décolonisation, elle est matérielle, il y a encore des résidus dans une espèce de conscience collective. D'ailleurs, que ce soit chez Fanon Fanon, s'est attaqué que ce soit chez Fanon ou bien à ce chez néocolonialisme. d'autres auteurs comme ça, il y a une chose qu'il faut noter. Il ne faut pas négliger également le rapport qui existe entre la société coloniale et la société, par exemple, haïtienne, qui est, comme pour répéter Césaire, la fille bâtarde de la société coloniale. Donc, les rapports sont là et il y a des personnes, des éléments de cette société coloniale qui continuent de pérenniser certaines valeurs coloniales. Et chez Price Mars, on va avoir affaire à ce qu'on appelle la francophilie à une certaine époque pour qualifier ce bovarisme collectif qui qualifie l'haïtien, qui définit l'haïtien, qui est toute autre personne, sauf lui-même. Il se voit plus français que haïtien. Donc, avec Ainsi par la langue, par exemple, il va réhabiliter cette identité haïtienne à travers les traces significatives qui viennent d'Afrique comme matrice fondamentale de ce qu'on appelle une identité haïtienne à proprement dite. Mais par rapport à ce principe de résidus coloniaux dans la conscience du colonisé, et on va dire qui est maintenant libéré, est-ce qu'on peut considérer la francophonie, le fait de parler français, le fait qu'un Haïtien parle français, est-ce là une victoire du système colonial? Loin de là, loin de là. Je considère la langue comme un véhicule de culture. Par exemple... tu l'as bien dit, un véhicule de culture. Donc celui qui parle français, il porte dans sa langue la culture française. Pas forcément, pas forcément. Parce que la culture comme contenu, et pour répéter Lévi-Strauss, peut-être que le français, disons en Haïti, l'école se fait en français. Oui. Donc, l'outil linguistique qui me permet d'exprimer au mieux ce que j'ai appris à l'école, si ça aurait été de la culture haïtienne, eh bien, aurait été la langue d'apprentissage, parce que je n'apprends pas en créole. Dans la mesure où j'avais commencé à apprendre en créole, ça aurait été normal que le créole aurait été le véhicule fondamental pour pouvoir exprimer cette culture créole. Par exemple, Price Mars qui écrivait jadis en français. Ainsi par la langue, c'est un livre écrit en français. En français. Tout comme La vocation des élites. Mais à travers Ainsi par la langue, Price Mars réhabilite ce qu'on appelle l'identité haïtienne à travers cette race africaine, comme je viens de le dire. Donc, ce qu'il véhicule à travers l'outil langagier qui est le français, eh bien, ce sont des éléments de cette humanité, de cette existence haïtienne que nous avons tendance à ignorer. Donc, on peut donc, comme Émile No l'avait dit, brunir la langue française sous le soleil des tropiques. Cette langue peut arrêter d'être un vecteur de valeurs coloniales et porter un imaginaire collectif haïtien. Si nous considérons le cas des écrivains haïtiens, quand tu lis Gary Victor, quand tu lis Lionel Trouillot, ce n'est pas un écrivain français. Ce n'est pas du français de France. Par exemple, quand il y a un français haïtien. Justement, quand Lionel Trouillot fait son camp de Jean-Hou, ce qu'il explique à travers le camp de Jean-Hou, c'est un pan d'une histoire qui se déroule dans le milieu haïtien. Ça n'a rien à voir avec la France. Quand Gary Victor fait son théâtre... Les cloches de la Brésilienne, par exemple. Justement. Et il y a son dernier roman que je viens de lire. Les temps de la cruauté. Justement, Les temps de la cruauté. Il y a encore un autre que je viens de lire, que je n'ai pas le droit, je fais un clin d'œil à Gary, je n'ai pas le droit de citer. Donc, ce sont des histoires haïtiennes, des pans de la culture haïtienne. Et quand il parle de quelqu'un qui va au cimetière pour faire du sexe avec une folle, pour avoir de la chance, ça n'a rien à voir avec la France. On est d'accord qu'en France, au cimetière Père-Lachaise, aucun Français n'y va pour faire l'amour. Pour faire l'amour. Donc, il faut faire cette différenciation parce que la langue n'est pas seulement, bien qu'en Haïti, on l'utilise à cette fin, la langue n'est pas seulement un outil de promotion sociale comme on le fait ici, mais également c'est un véhicule de culture, dépendamment de quelle culture on met dans cette langue. Parce que le contenu est apporté pour la culture et non, la langue n'a pas un contenu intrinsèque. Ouais, mais c'est en cela que Camus, il est intelligent et brillant, ce prix Nobel. Il dit le français est un butin de guerre. Voilà. C'est comme une arme, un butin qui a été pris à la France et qui est utilisé à d'autres fins. Justement, et c'est la raison pour laquelle vous voyez que Césaire, dans sa démarche, il n'a jamais été pour une certaine indépendance de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, quelque part, le français, c'est un héritage qui permet justement aux Martiniquais et aux Guadeloupéens de se construire par rapport à cet héritage colonial ou bien ce butin de guerre, comme tu le dis, eh bien, sans avoir à recommencer dans un néant où l'issue n'est pas vraiment certaine. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé pour certains pays. C'est pour parce que Césaire n'était pas, comment dire, un intellectuel de la liberté. Au contraire,
il a plaidé pour la liberté et on le verra à travers le texte, le discours sur le colonialisme, qu'il est justement un défenseur de la liberté. Ouais. Mais cependant, cette liberté doit se vivre, doit se jouir dans certains contextes. Et le contexte indépendantiste n'était pas forcément pour Césaire le bon contexte pour vivre cette liberté. Alors, dans Les Damnés de la Terre, Fanon, littéralement, il dit « L'Europe est littéralement construite par les ressources du tiers-monde. » Mais bien sûr. D'ailleurs, l'Europe est campée comme étant un carrefour qui a mis en rapport plusieurs cultures. Donc, en mettant en rapport certaines cultures, l'Europe s'est imprégnée de ces cultures. Ouais. Déjà, on verra. D'ailleurs, toi qui as été au musée du sexe, donc tu verras la diversité culturelle qu'il y a déjà. Non, mais et même en termes d'aisance matérielle, une ville comme Lisbonne, une ville comme Nantes, Amsterdam, ces villes-là doivent beaucoup de leur aisance matérielle aux richesses des colonies. Mais ce qui est important et que j'aimerais souligner dans la pensée de Fanon, c'est le fait que le colon, en voulant déshumaniser le colonisé, se déshumanise lui-même. Oui, il est forcément déshumanisé. Comment peux-tu enlever l'humanité à quelqu'un? Justement, pour arriver à réduire quelqu'un à un état de choses, il faudrait bien que toi, tu aies déjà vécu cet état pour pouvoir justement identifier cet état lorsque cet état, je dirais, s'établit devant toi. Parce que déjà que tu puisses concevoir ce niveau de maltraitance et de violence systémique envers un groupe d'individus. Tu es un monstre. Et c'est ce lien qu'il y a entre, je dirais, la vision de Fanon et la vision de Césaire, parce que Césaire, à travers le discours sur le colonialisme, justement, te montre que l'Europe s'est déshumanisée. Et l'Europe, en se déshumanisant, crée justement chez lui, je dirais, son châtiment. Oui. Par exemple, il crée Hitler. Il y a la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui sont des châtiments justement par rapport à ce processus de déshumanisation instauré dans certains pays qu'on dirait du tiers-monde ou bien des civilisations qu'on dirait primitives jadis. Maintenant, comment évacuer le système colonial? Comment chasser ce système colonial? Le message est clair et du côté de Sartre et du côté de Fanon. Si le colonialisme est un état de violence, il faut donc, pour l'endiguer, instaurer un autre état de violence. Alors, Dessalines avait raison, couper tête boule écaille. Couper tête boule écaille était une exigence de l'heure. Bien que certaines personnes ont décrédibilisé Dessalines parce que justement ils voulaient avoir un bouc émissaire pour justifier la décolonisation d'Haïti qui n'a jamais été bien digérée par les puissances occidentales. Mais ce n'est pas là le fond de la question pour moi. Et je trouve la réponse à ta question dans le discours de Césaire qui nous parle justement de ce qu'on appelle, dans le processus de décolonisation, le fait que la mise en rapport des cultures n'est pas forcément une chose négative. Mais maintenant, est-ce que le colonialisme, la colonisation, était le meilleur moyen de mettre en rapport ces cultures? Est-ce qu'il y a eu mise en rapport de culture à travers la colonisation? Donc maintenant, il y a eu forcément des choses qui ont marqué l'existence de l'haïtien ou bien la construction de l'haïtien tel qu'il est aujourd'hui. Donc l'haïtien étant marqué par ces choses-là, étant imprégné par ces choses-là qui viennent d'ailleurs, donc c'est construit en fonction non seulement de cet Occident, de ce colon, mais également de ses valeurs africaines. Mais maintenant, le problème, c'est qu'au début du XXe siècle, on a tenté de cacher ou bien d'éliminer ces valeurs africaines qui participent de la construction de l'haïtien. On ne peut pas oublier la colonisation, tout comme on ne peut pas nous obliger à oublier justement les valeurs africaines qui ont fait de nous cet être à part, cet être singulier qui est l'haïtien ou bien l'ancien colonisé qui s'est réveillé justement à la conscience, à la rupture avec ces métropoles ou bien ces empires coloniaux. Les Damnés de la Terre, Frantz Fanon, voici donc une deuxième lecture recommandée par mon invité Lionel Edouard. Une lecture mais importante pour tout Haïtien ancien colonisé, dans la mesure où ce livre permet de comprendre le rôle de la violence dans le rapport colonisateur-colonisé. Ce texte permet de comprendre le colonialisme, les guerres de libération et le principe d'aliénation du colonisé. Les Damnés de la Terre, Frantz Fanon, deuxième recommandation. Mesdames et messieurs, c'est toujours Télé Caraïbes, la danse délivrez-vous, gardons bonheur, le temps de votre deuxième respiration.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est toujours Délivrez-vous qui bat le tempo sur votre petit écran. Une émission pour le livre, par le livre, avec le livre. Une émission pour faire la promotion d'une intelligence collective, pour créer une sphère commune de citoyenneté intellectuelle. Mon invité aujourd'hui s'appelle Lionel Edouard et nous sommes en train de considérer une quantité de textes qui ont marqué la vie, les lectures de mon invité. Et là, nous avons vu Frantz Fanon, nous avons vu La vocation de l'élite très rapidement. Nous avons vu Sartre. L'occasion, le moment maintenant pour moi de vous dire que le bréseau que je porte est signé Spectra et c'est également l'anniversaire de Saül Guito qui suit cette émission à Carrefour. Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Pourquoi ce livre? Est-ce parce que la démocratie est en faillite en Haïti depuis 1986? Effectivement, Angelo, il y a ce côté juriste qui m'interpelle et qui m'a poussé à sélectionner comme lecture ce texte de Tocqueville qui est pour moi le théoricien du libéral, le théoricien par excellence du libéral ou bien le théoricien, ce qu'on appelle de la révolution de 1789. Mais c'est carrément la figure de proue du libéralisme en philosophie politique. Justement. Et Tocqueville, à travers ses découvertes dans la démocratie en Amérique, il s'est étonné devant l'organisation d'une société. Et d'ailleurs, ce livre, c'est un récit de voyage, de voyage qui a quelque part inspiré Photographie sociale. Et cette page que j'anime, qui rapporte justement des éléments de voyage, qui met en contact mes lecteurs avec certains endroits que eux, ils n'auraient jamais par rapport à leur occupation et aller visiter. Donc, l'étonnement de Tocqueville devant les États-Unis d'Amérique, qui n'avaient pas forcément les 51 États que l'on connaît aujourd'hui, mais montre qu'il est important pour l'homme, d'ailleurs, la majorité des grands philosophes, que ce soit grecs ou bien latins, ont tous voyagé. Eh bien, le voyage ouvre le champ, ouvre la vision de l'intellectuel. Et lui, devant l'organisation des États-Unis, il s'est émerveillé. Il a vu un pays où la démocratie déjà, qui était chantée et un peu à tort ou bien à raison en Europe, déjà par la Révolution française, justement, avait déjà pris corps de l'autre côté de l'Atlantique et à travers cette manifestation, ou bien, disons, ceux-là qui étaient justement envoyés pour coloniser. Donc, ces anciens colons ou ces colons, à l'époque, eh bien, ils ont trouvé le moyen d'organiser une société où la liberté, où les valeurs que l'on prônait déjà à travers cette révolution de 1789, déjà prenaient corps et permettaient à l'humain de vivre sa liberté et de profiter de certains droits que la loi ou bien les pratiques humaines conféraient justement. Nous sommes donc dans les éléments principiels de tout système démocratique, la liberté et l'égalité des conditions. Moi, je me demande si déjà aux États-Unis, cette égalité des conditions existait vraiment. Bon, et pour répéter Churchill, la démocratie n'est pas forcément la meilleure des systèmes, mais par rapport à ceux-là qui ont déjà été explorés, on dirait que c'est le meilleur système qui existe. Par rapport à ceux-là qui ont déjà été explorés, mais ce n'est pas forcément le meilleur système. Il y en a d'autres qui seront découverts peut-être. Donc, ce qui est important, c'est que il y a la jouissance de certains droits civils et politiques conférés par cette révolution de 1789 et également à travers la Constitution américaine. D'ailleurs, les États-Unis
ont accédé à l'indépendance à partir de 1776, déjà bien avant cette révolution française de 1789, et les pères fondateurs, justement, avaient conféré certains droits à travers la déclaration de l'indépendance américaine qui seront repris à travers la déclaration universelle des droits de l'homme que la révolution française va permettre de naître. Donc c'est pour vous dire que quelque part, les États-Unis étaient à la genèse de ces libertés fondamentales qu'aujourd'hui, nous, comme pays occidental, nous jouissons, parce que ce n'est pas forcément le cas pour certaines contrées de l'Asie, par exemple. Donc, Tocqueville, comme théoricien, il a marqué la politique. Et c'est le théoricien référence de la politique, notamment de la politique libérale. Mais il y a une problématique qui est au cœur de cet ouvrage. C'est comment faire en sorte que le peuple puisse se protéger de lui-même. Eh bien, justement, d'où cette question d'aliénation. D'aliénation, c'est en remettant le pouvoir, en remettant certains privilèges acquis, justement à travers ces luttes pour la liberté, eh bien, à certains représentants. Et ces représentants doivent répondre aux desiderata de ce peuple-là dont on parle. Pour reprendre ce que un philosophe que toi tu aimes beaucoup a dit, qu'il s'agit de Michel Onfray. Ah oui. Lorsqu'on parle de peuple, on dit que c'est celui qui subit l'exercice du pouvoir. Donc l'État, c'est celui qui exerce le pouvoir. Mais le problème qui se pose, c'est que fort souvent, les représentants ne représentent pas vraiment le peuple. Donc c'est la raison, c'est là l'imperfection même du système démocratique. La faillite même de ce système. Justement. Donc le peuple, il est contraint par ceux-là même qu'il a désigné pour le représenter. Et parfois, ils sont obligés justement d'user même de force pour contraindre ce peuple-là qui leur a donné mandat. Et c'est là toute la contradiction qui existe à l'intérieur du système démocratique, parce que je te prends pour représentant, et alors que tu me représentes, tu utilises la force lorsque moi, j'ai des griefs à faire passer. Donc, comprenez qu'il y a une certaine subtilité dans la démocratie. Et en même temps, Tocqueville, dans ce livre, il va essayer d'analyser la nature des dangers qui minent la démocratie. Et l'un des dangers serait l'opinion publique, qui dispose d'une force de coercition qui va brimer les subjectivités, pour faire un clin d'œil à Sartre. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, tu vois l'importance de l'opinion publique aux États-Unis. Oui. D'ailleurs, l'opinion publique est très déterminante dans le fonctionnement même de l'appareil politique, du système politique aux États-Unis. Et un élément important que tu as soulevé à travers tes mots sur Tocqueville, ce qui est important aux yeux de Tocqueville, c'est la nature sociale de la société. Aujourd'hui, on ne peut pas dire quelle est la nature sociale de la société haïtienne. Alors que Tocqueville, justement, en foulant des pieds le sol américain, il voit que la nature sociale de ce pays est la démocratie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la nature sociale en Haïti, c'est la démocratie? Visiblement, c'est la démocratie. Oui, mais la démocratie a ses exigences. Maintenant, il y a un tel trafic d'influence. Justement, un respect scrupuleux de la loi et également cette consubstantialité qui existe entre démocratie et état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, en Haïti, même en analysant la Constitution de 1987, est-ce qu'on peut dire que cette Constitution permet justement d'établir un état de droit démocratique en Haïti? Mais est-ce que ce concept d'état de droit n'a pas été galvanisé en Haïti, notamment par un certain Michel Martelly? Je dirais même galvaudé, mais l'état de droit suggère la présence d'institutions fortes, capables de faire appliquer la loi, et cette impartialité dont parlent certains grands penseurs en droit public, de cette égalité, je dirais mieux, pour les hommes devant la loi. Donc, on ne peut pas avoir des lois qui défendent des intérêts particuliers dans un État démocratique. C'est vrai, il y aura toujours une classe dominante et une classe dominée dès qu'on parle de société capitaliste. D'ailleurs, c'est une société stratifiée. C'est son essence même. Mais le problème qui se pose en parlant d'État de droit, c'est que même dans ces sociétés où il y a une classe dominante, cette classe dominante est assujettie au respect de la loi. Mais le problème qui se passe ici, c'est que même dans les classes inférieures, il y a des éléments par rapport à ces accointances avec des éléments dans les hautes classes ou dans les classes précédentes, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui ne respectent pas la loi et sans crainte que cette loi, justement, n'utilise les moyens de coercition pour contraindre l'élément déviant, justement, au respect et pour garantir cette harmonie à travers la société. Aujourd'hui, tout le monde est armé.
tout le monde fait ce que bon leur semble. Et d'ailleurs, c'est vrai, tout le monde est armé. Hein? Bien sûr, le mec, il est simple dans la rue, sans sur une moto, il est armé. Sans avoir cette autorisation de la DCPJ, et tout le monde fait de la contrebande, tout le monde fait tout le monde parle de tout le monde. Les injures pleuvent à la radio comme à la télévision, personne n'est responsable. Tout le monde, par exemple, il y a un sujet de débat qui est très important aujourd'hui, c'est la question de Petro-Caribé. Personne n'est responsable, pourtant les fonds ont été dilapidés. Donc ce sont des questions qui sont agitées et dans un état de droit, les réponses n'auraient pas été politiques, mais légales ou même juridiques. Mais aujourd'hui, on n'a même pas ces réponses du point de vue politique. Est-ce qu'on peut parler justement de réponse juridique? Est-ce que même la politique, qui quelque part jouit d'une certaine liberté, n'arrive pas à fournir ces réponses? Alors, dans ce travail de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, il a identifié clairement 3 menaces à la démocratie. L'une des menaces, c'est donc l'individualisme. On va laisser le contexte américain à l'époque de Tocqueville. Est-ce qu'en Haïti, l'individualisme serait une menace à la démocratie? L'individualisme n'est pas forcément une mauvaise chose, dans la mesure où il est canalisé à travers un projet transcendant, un projet global qui transcende les projets individuels. C'est normal. L'individu qui appartient à un groupe a des aspirations. C'est justement par rapport à la satisfaction de ces aspirations qu'il se croit appartenir à ce groupe, parce que le groupe lui permet de faire ce que lui, à lui tout seul, il n'aurait pas pu réaliser. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait une organisation globale qui permet non seulement à l'individu de jouir, de bénéficier des bienfaits du groupe, mais au groupe d'atteindre ses objectifs. De là, tu es en train de parler d'un management des individualismes. Pas un management des individualismes, mais il faut qu'il y ait un projet transcendant qui aille au-delà, qui transcende le projet de l'individu et que l'individu se sente concerné par ce projet et que en arrivant à ses objectifs fixés dans le cadre de ce projet, lui-même, il pourrait satisfaire ses ambitions individuelles. Donc, que l'individu puisse se réaliser à l'intérieur d'un projet collectif. Justement. Or, ce projet collectif n'existe pas. Et à travers la Constitution de 1987, on a tenté d'établir un projet, mais le projet était trop sectaire, était exclusiviste. Donc, ce projet a accouché, comme on dit souvent ici, la montagne a accouché d'une souris et presque 30 ans après, on patauge encore dans une transition dite démocratique et on se demande même si cette transition est démocratique. Deuxième menace à la démocratie que Tocqueville a identifiée, c'est ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité. Il y a beaucoup de minorités dans nos sociétés, il y a des minorités sexuelles, des minorités religieuses, idéologiques et la majorité, dès qu'elle installe son aura, dès qu'elle installe son point de vue, ça devient de l'opinion publique et dès que tu es à côté, tu es marginalisé, tu es catégorisé de pervers et tout ce que tu veux. Alors, ce qui est important, il faut dire également que le monde a beaucoup changé depuis les écrits de Tocqueville. Et l'influence majoritaire aujourd'hui se fait dans un cadre, je ne dirais même pas conceptuel, mais je dirais réel, qui est en fonction justement de l'état social, de la nature sociale de cette société dans laquelle on parle. Mais jusqu'à présent, les majorités ostracisent. Et bien sûr. Elles excluent. Mais bien sûr. C'est le propre même de la démocratie. La démocratie, c'est une expression majoritaire. Mais maintenant, la majorité n'a pas forcément toujours raison. Que fait-on des minorités maintenant, dans ce contexte-là? Ça ne veut pas forcément dire que les minorités sont exclues. Ça ne veut pas forcément dire ça. Parce que ce qui est important dans la démocratie, c'est qu'il y a cette vision que les minorités peuvent devenir également majoritaires. Donc, les minorités ne sont pas confinées seulement à un rôle de minoritaire, mais ils peuvent, à n'importe quel moment, devenir majoritaires. Donc, ce qui est important à travers la démocratie, pour répéter un autre auteur, par exemple Anthony de Chassey, et même Michel Onfray qui le dit ainsi et ça, c'est que celui qui est dirigé dans l'espace social, à n'importe quel moment, peut également devenir dirigeant. Donc, si on ne vit pas avec cette possibilité de devenir dirigeant, d'alterner dirigeant et dirigé, la démocratie n'est pas fonctionnelle. Et troisième menace qu'il a identifiée, Tocqueville, c'est ce qu'il appelle le despotisme étatique. Est-ce que l'État actuel haïtien, le gouvernement actuel, on va faire glisser Tocqueville dans le contexte haïtien carrément, est-ce que nous sommes face à un despotisme d'État? Alors le problème qui se pose lorsque l'État se trouve investi de sa majorité et que l'État se trouve dans une confortabilité, et je dirais excessive, il y a toujours cette tendance à la déviance. Oui. On a le cas maintenant en France avec Macron qui a la majorité au Parlement, majorité écrasante. On a le cas avec Jovenel Moïse en Haïti qui a une majorité écrasante au Parlement. Mais comme frein à la déviance justement à travers la démocratie, c'est le droit.
c'est l'état de droit. Le fait que même la majorité doit obéir aux lois, eh bien, les lois fixent les limites des actions majoritaires. Or, le problème qui se pose en Haïti, c'est qu'on n'a pas ces lois qui sont appelées à freiner les dérives de la majorité. Or, on a des personnes qui se disent appartenir à certaines majorités qui font des lois spécifiques en fonction des intérêts de certains groupes d'intérêts. Permettez la répétition du mot intérêt. Donc, le fait que les lois ne sont pas à portée générale, mais pour satisfaire l'intérêt de groupes ou bien de castes, eh bien, il y a là forcément la possibilité ou bien cette envie de dérive qui est justement alimentée par la production de textes pour supporter les efforts démocratiques et les efforts d'établissement d'un état de droit. Donc, la production des textes de loi, depuis 1987 à nos jours, elle-même fait obstacle à l'établissement d'un état de droit véritable en Haïti, et c'est ce que je suis en train de défendre dans une thèse que je suis en train d'écrire. C'est pour vous dire que on ne peut pas prendre des lois justement pour satisfaire sa personne, pour satisfaire son groupe ou bien ses amis. Les lois sont à portée générale et doivent disposer pour l'avenir. Collective. Donc, le fait que les lois sont également appelées à façonner l'avenir de certaines générations qui ne sont même pas encore nées, on ne peut pas prendre des lois pour soi et pour ses amis. Donc, c'est prendre des lois dans une logique visionnaire. Tu sais, Lionel, dans cette émission, les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent nous faire part de leur lecture. Ils peuvent nous envoyer des vidéos où ils lisent un extrait d'un livre en 1 minute, en 2 minutes. Ils nous envoient ça sur un téléphone qui défile sous l'écran. Le temps pour nous maintenant de visionner une vidéo d'une jeune personne. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous qui me regardez sur votre petit écran chez vous, je suis assez Alex. Je vais lire le Cid de Pierre Corneille. Donc ce livre-là est divisé en actes et subdivisé en scènes. Donc je vais lire le 2e acte et la 2e scène. Dans la 2e scène, on trouve Rodrigue face au père de Chimène. N'oubliez pas, Rodrigue et Chimène étaient des amoureux. Donc, quand la scène commence par Rodrigue, Rodrigue dit « À moi compte 2 mots, compte répond, parle ». Donc, Rodrigue dit « Ôte-moi d'un doute, connais-tu bien donc Dieu ?» Compte répond « Oui ». Donc, Rodrigue dit « Parle bas, parlons bas. Écoute, sais-tu que ce vieillard fut la même vertu ? La vaillance et l'honneur de son temps, le sais-tu? Comte répond, peut-être. Donc Rodrigue dit, cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang? Le sais-tu? Comte répond, que m'importe. Donc Rodrigue dit, à 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Comte répond, jeune présomptueux. Donc Rodrigue dit, parle sans t'émouvoir, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Merci. Continuez donc à acter comme cette jeune personne. Quand vous lisez un livre qui vous intéresse, faites-vous filmer par un téléphone portable et envoyez-nous la vidéo de 45 secondes, d'1 minute, où vous lisez un extrait du livre. La vidéo sera diffusée à l'émission Délivrez-vous. Pour aujourd'hui, avec Lionel Edouard, on a vu de la démocratie en Amérique avec Alexis de Tocqueville. On a vu les Damnés de la Terre, Frantz Fanon. On a vu l'existentialisme est un humanisme. Vous avez donc de la lecture, vous qui aimez suivre cette émission qui fait l'apologie de la lecture. Je rappelle en même temps que Lionel Edouard dirige Photographie Sociale, une page Facebook, Lionel. Justement, D'Angelo, c'est une manière de dire qu'à travers les réseaux sociaux, on peut faire autre chose que partager du mondain, oui, et que de faire du pas bon. Donc, j'offre ce que je pense, moi, être du bon pour combattre le pas bon et construire un autre discours à travers la société haïtienne, permettre aux jeunes de faire connaissance avec leur pays avant de se projeter ailleurs, de reconstruire justement cette identité haïtienne en offrant de la bonne lecture, en mélangeant les mots, en criant de l'esthétique. Je sais que tu n'aimes pas ce concept mélanger les mots, mais c'est mélanger pour créer du sens, du bon sens. Parce que, pour répéter Morgan Wittgenstein,
il y a ce qu'on appelle une certaine aliénation sémantique, un discours qu'il y a dans la société et ce discours a une vertu. Et cette vertu est déconstruite, ce qu'on appelle l'identité haïtienne. Moi-même, je m'investis dans ce qu'on appelle un travail de reconstruction de l'identité haïtienne, comme Bryce Moss, un modèle, a su bien le faire à travers son ouvrage Ainsi par la langue en 1928, et que bien d'autres auteurs comme Lionel Trouillot, que l'on prend, Franck Etienne, Gary Victor, essayent de le faire. Donc moi-même, j'offre ça, j'offre photographie sociale comme des récits de voyage qui permettent d'entrer en interaction avec des mondes que peut-être vous, par rapport à la pesanteur du quotidien, vous n'aurez jamais pu découvrir vous-même. Merci Lionel. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ça fait longtemps qu'on planifie cette émission. Enfin, on l'a fait. C'est dans la boîte. Une émission que j'ai adorée. Les discussions étaient intéressantes, alléchantes, vertigineuses du point de vue intellectuel. Je rappelle que le nœud papillon que je porte là est signé Spectra. Et merci à la piqûre de rappel de Michel qui m'a appris qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de Saül Guito. Retenons bonheur, gardons bonheur, toujours de temps en temps, il faut le faire. Merci à la Direction nationale du livre qui a commencé à supporter cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'encadre, qui me permet d'apporter ce bout de bonheur sur vos écrans tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, tous les lundis. Ça dépend de vos horaires de disponibilité. Merci à toute cette équipe. Merci à vous de continuer à nous suivre. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.